Dans la première partie de cet épisode, nous avons expliqué la notion de trajectoire de réduction avec Pierre Minier, consultant climat chez O2M. Pierre nous a notamment parlé de la trajectoire SBT, Science Based Target, de la manière de s'engager dans la démarche et de la raison pour laquelle il est très important de distinguer les objectifs de réduction selon les secteurs. Pour cette deuxième partie, nous allons entendre le retour d'expérience de Sarah Desine, directrice du projet coopératif, de la RSE et de la communication pour la coopérative agricole et agroalimentaire Agrial. Nous évoquons ensemble les particularités du secteur agricole en matière d'objectifs de réduction, leurs gros défis et axes de travail pour respecter leur trajectoire, ainsi que la manière dont cette trajectoire est pilotée du point de vue de la gouvernance. Bonne écoute! Alors, bonjour Sarah, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter et présenter aussi votre entreprise Agrial ? Bien sûr, bonjour Suzy, bonjour à toutes et à tous. Sarah Desine, moi je suis directrice du projet coopératif de la RSE et de la communication d'Agrial. Agrial, c'est une coopérative agricole et agroalimentaire. On a été créé il y a plus d'une centaine d'années et on est encore détenu par des agriculteurs adhérents, par 12 000 agriculteurs adhérents de la coopérative. Et on accompagne ces producteurs pour produire de la meilleure des manières et on transforme leur production dans 4 grandes filières agroalimentaires, le lait de vache, de chèvre, les légumes, tout type de légumes, carottes, pommes de terre, poireaux, etc. Les boissons, en particulier le cidre, dans une coopérative historiquement détenue par des agriculteurs normands et bretons, c'est assez logique, et de la viande bovine, de porc et de volaille. Et donc, par cette transformation et la valorisation de leurs produits, on a une centaine d'usines à travers la France et l'Europe essentiellement, où on transforme leurs produits et on les valorise via des marques en particulier. Parmi les marques les plus célèbres d'Agrial, je peux citer les salades Florette, le chèvre Soignon, le beurre Grand Fermage, le cidre Écusson ou Loïc Raison. Bref, un certain nombre de marques que chacun peut connaître. On connaît bien, oui, effectivement. D'accord. Et alors, en étant dans le secteur de l'agriculture, justement, quand est-ce que vous êtes lancé dans cette démarche de transition bas carbone ? Qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer ? Alors déjà, j'aimerais souligner que contrairement à ce que certains peuvent penser, les agriculteurs sont totalement pleinement conscients du changement climatique. Vraiment, ils le vivent au quotidien, ils en sont les premières victimes. Donc le sujet du climat a toujours été un sujet chez Agrial, plutôt d'un point de vue adaptation, faut être clair. Et puis, on a formalisé une démarche à partir de 2019 et plus spécifiquement, de façon plus concrète, à partir de 2021. 2019, c'est l'année du premier bilan carbone sur l'ensemble du périmètre du groupe international, qui nous a permis d'avoir un point de départ. Et en 2021, on a décidé de faire du climat la priorité d'un point de vue développement durable. En fait, la fonction développement durable avait été créée en 2017 chez Agrial, mais il y avait énormément d'enjeux traités. Ça manquait parfois un peu de lisibilité, de visibilité, parce qu'on a énormément d'enjeux différents. Et donc en 2021, au sein du comité exécutif, on a décidé de focaliser toute notre attention sur la partie climatique et d'élaborer un plan climat. C'est vraiment le point de départ fondateur de notre transition bas carbone. Donc ce plan climat, qui est un plan climat horizon 2035, il a été validé par le conseil d'administration d'Agrial en novembre 2021. Donc c'est vraiment ce point de départ sur la base de notre bilan carbone 2019. D'accord, ça a lancé la démarche. Et le secteur agricole, il présente des particularités en matière d'objectifs de réduction. Est-ce que justement vous pouvez nous en parler un petit peu plus de ça ? Oui, effectivement, j'ai évoqué les agriculteurs qui sont victimes du changement climatique, mais ils en sont aussi en partie responsables, dans le sens où l'agriculture représente à peu près 20% des émissions de gaz à effet de serre, que ce soit en France ou à l'échelle de la planète. Alors, c'est lié à la nature même de nos activités, le monde du vivant, des animaux, des végétaux. Une grande part des émissions de gaz à effet de serre agricoles est liée à l'élevage et en particulier aux ruminants. Et à la rumination qui émet du méthane. C'est là l'enjeu clé au niveau de l'agriculture. Et côté production végétale, l'enjeu majeur, il est lié à la fertilisation azotée des sols. En revanche, l'agriculture a
est aussi solution face au réchauffement climatique, puisque c'est aujourd'hui le seul secteur capable de stocker du carbone dans les sols, avec les forêts, les haies, les couverts végétaux, etc. Donc c'est vraiment ce triptyque qui est très spécifique de l'agriculture à la fois victime, responsable et solution face au réchauffement climatique. C'est un point clé. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans le cadre de la stratégie nationale bas carbone de la France, il n'est pas demandé à l'agriculture, c'est le seul secteur d'ailleurs, à qui on ne demande pas d'être neutre en carbone, parce qu'on part du principe qu'il faut nourrir les humains et que notre activité est absolument fondamentale. Donc on demande à l'agriculture de réduire significativement ses émissions et on s'y inscrit évidemment chez Agrial, mais on n'exige pas de l'agriculture d'être neutre en carbone. Effectivement, ça paraît assez cohérent. Et alors, comment votre entreprise s'inscrit dans cette trajectoire de réduction dans laquelle vous êtes ? Le plan climat 2035 que nous avons élaboré et validé en 2021 vise une réduction de 35% de notre empreinte carbone en 2035. À des fins de lisibilité, on a fait quelque chose de simple, moins 35 en 35, ça correspondait évidemment dans le détail de nos calculs à nos hypothèses. Pour tout vous dire, nos hypothèses étaient à moins 34% en 2035, donc on s'est dit, allez, on met 1% de com, voilà, on met 1% de com dans le plan climat, on fait moins 35 en 35, et sur la partie émissions directes de gaz à effet de serre, on vise une réduction de 50% de nos émissions directes de gaz à effet de serre. Je pense à la partie énergie, transport, emballage et déchets. Ce plan climat, il a été certifié par le SBTi, donc l'organisme qui fait désormais référence à l'échelle internationale. Donc notre trajectoire est désormais certifiée à l'échelle internationale par le SBTi. J'aimerais simplement insister sur notre horizon de temps, 2035. C'est un point important pour moi. La plupart des entreprises sont plutôt sur des trajectoires à horizon 2050. La stratégie nationale bas carbone de la France est à horizon 2050 et évidemment on s'inscrit dans cette trajectoire. Mais il nous semblait fondamental chez Agrial pour impliquer les managers, les agriculteurs adhérents, toutes les équipes, d'avoir un horizon de temps plus court. Alors si je suis très provocante, et c'est le cas de beaucoup d'entreprises, je leur ai dit que si le conseil d'administration et le comité exécutif, essentiellement composé de quinquas et de sextas, prenaient des engagements à horizon 2050, je trouvais ça un peu facile et c'était avant tout reporter le problème sur la génération future, ce qui n'est pas forcément l'état d'esprit de ce plan climat, bien au contraire. Donc c'est l'intérêt d'un plan climat 2035. Évidemment, il fallait un horizon de temps suffisamment lointain pour qu'il soit ambitieux et qu'on puisse mettre en place des actions de long terme, des actions structurantes, et c'est bien l'objet de ce plan climat, mais pas trop long terme si on veut impliquer les équipes. Donc c'est vraiment le cadre de notre trajectoire de décarbonation. Et quels sont vos plus grands défis et les axes de travail du coup que vous allez mettre en place et que vous mettez peut-être déjà en place d'ailleurs pour respecter cette trajectoire et répondre à tout ça ? Indéniablement, comme la plupart des entreprises agroalimentaires, notre scope 3, donc en l'occurrence l'amont agricole, représente plus de 90% de nos émissions. Donc évidemment, c'est le plus grand défi. L'agriculture bas carbone, de façon générale, est un défi majeur pour la société. Et évidemment, quand on est une coopérative créée et détenue par les agriculteurs, évidemment, ça nous concerne au plus haut point. Cet accompagnement des agriculteurs, il est fondamental. Je l'ai évoqué, travailler le climat pour les agriculteurs, c'est une évidence et ça n'est pas un sujet. Et moi, j'ai pas de réaction de climato-sceptique ou voilà, j'ai plutôt des réactions très positives, très constructives, avec des attentes autour de l'adaptation de l'agriculture et puis des solutions d'accompagnement sur la partie atténuation. La partie atténuation et donc réduction de l'empreinte carbone de l'agriculture, elle passera évidemment en partie par des solutions rupturistes. Aujourd'hui, on entend beaucoup de solutions autour de la baisse des émissions de méthane des vaches, etc. Mais elle passera aussi et surtout par de l'accompagnement de terrain. Aujourd'hui, dans toutes les mesures qu'on a pu faire, on s'aperçoit qu'il y a un écart type très important entre les fermes. J'allais dire, en fait, l'écart type qu'on retrouve sur la performance économique entre les fermes, on le retrouve sur la performance environnementale entre les fermes. Donc, il y a vraiment un accompagnement de terrain pour emmener tous les agriculteurs au niveau, par exemple, du quart supérieur des fermes d'un point de vue environnemental. Et ça, c'est vraiment de l'accompagnement de proximité. Et les agriculteurs, ils ont énormément de choses à faire, énormément de contraintes, ils sont tous surbookés. Et donc, ça rajoute une dimension supplémentaire à leur métier
dont ils ont conscience, mais c'est effectivement important d'un point de vue accompagnement. Or, sans l'action des agriculteurs dans leurs fermes, on n'y arrivera pas à réduire de façon significative leur empreinte carbone. Donc c'est vraiment le premier défi. D'un point de vue axe de travail, justement, c'est ce sur quoi on se concentre le plus, et on est en train d'élaborer un certain nombre d'outils maison pour notamment simplifier la partie diagnostic carbone. Il s'avère qu'aujourd'hui, il existe des diagnostics carbone à la ferme. Le plus connu, c'est Cap2ER, qui est un diagnostic pour la partie élevage. Mais ils sont très longs. En général, ils durent à peu près une demi-journée. Et le risque dans ces démarches-là, qu'on voit depuis 3-4 ans, c'est que on passe beaucoup de temps à mesurer, à diagnostiquer, et pas assez de temps sur la partie plan d'action et mise en œuvre réelle. Donc nous, on veut vraiment essayer de gagner le maximum de temps sur la partie diagnostic, mesure, donc faire un diagnostic simplifié, et puis vraiment, pour le coup, mettre les équipes sur le terrain, à accompagner les agriculteurs pour trouver des solutions qui sont avant tout techniques, agronomiques, zootechniques, spécifiques à chacune des productions pour accompagner les agriculteurs. Donc on est vraiment en plein dedans. D'accord, beaucoup de travail. Comment est pilotée cette trajectoire d'un point de vue organisationnel, du point de vue de la gouvernance ? Alors, la spécificité des coopératives, c'est d'avoir une gouvernance duale, d'une part avec la partie gouvernance politique, liée aux agriculteurs adhérents, et une gouvernance opérationnelle liée aux salariés, aux cadres dirigeants de l'entreprise, et à commencer par l'équipe de direction. Sur la partie politique, évidemment, le conseil d'administration est souverain, et je fais très régulièrement des points en conseil d'administration, 2 à 3 fois par an, sur notre trajectoire, sur les projets en lien avec notre trajectoire, et on fait valider les projets très importants, très structurants. Et on a en plus une commission développement durable, qui est une commission du conseil d'administration, composée d'une quinzaine d'administrateurs et d'élus de toute production, qui se réunit 4 à 5 fois par an environ, et qui vraiment suit les différents travaux, se focalise plutôt sur les travaux en lien avec l'amont agricole, évidemment. C'est cette partie très, très politique qui est importante. Et puis d'un point de vue opérationnel, le comité exécutif, qui est l'instance souveraine d'un point de vue opérationnel, suit énormément les travaux. Je suis membre du comité exécutif, et donc on partage énormément ces travaux. Et on a en plus, j'anime un comité des directeurs RSE de nos 5 branches d'activité, chacun en général ayant un comité de leur propre référent RSE dans les branches. Et puis on a des groupes de travail spécifiques. On a un groupe de travail transversal autour du transport, pour vraiment partager les bonnes pratiques, partager les enjeux, notamment sur la data, qui est un énorme enjeu sur la partie transport. On a un groupe de travail énergie, pareil, transversal. On a un groupe de travail emballage, pour vraiment animer les équipes, challenger les équipes des branches, et à chaque fois avec un chef de projet en centrale, défini, et qui anime, qui pousse les équipes, et qui est vraiment un expert du sujet. Donc voilà, vraiment, il y a des organes de décision, et puis des organes finalement d'expertise qui sont importants. Et peut-être une petite question bonus, ça représente combien de personnes, tout ça? Alors, la spécificité au niveau central, moi j'ai une équipe de 3 personnes, donc c'est côté RSE, donc c'est très faible, et il y a un responsable ou un directeur RSE, qui est parfois aussi directeur QHSE, qualité, hygiène, sécurité, environnement, dans les 5 branches d'activité. Et après, chaque branche a plutôt des référents. Par exemple, certains directeurs d'usine sont référents énergie pour leur usine, ou d'autres référents sont spécifiquement liés. En général, c'est en fonction aussi de l'appétence, de l'envie de certains, et de l'expertise de certains. Et c'est comme ça que c'est le plus efficace. Il faut surtout pas casser cette dynamique d'être référent énergie, référent emballage, etc. Donc on s'appuie vraiment sur ces forces vives, entre guillemets, qui animent, et qui, elles, ont les solutions de terrain et les bonnes idées. Donc le but, c'est vraiment de ne surtout pas être trop nombreux en centrale, au contraire, d'être le moins possible en centrale, et que ce soit le plus possible terrain, et en revanche, le boulot du central, c'est plutôt de coordonner et de challenger, de pousser pour que les équipes aillent encore plus loin, mais surtout pas de faire à leur place. Et justement, ma dernière question, ce sera sur
Comment où vous en êtes aujourd'hui dans votre démarche, pardon, je vais y arriver, où vous en êtes aujourd'hui dans votre démarche par rapport à tout ça, ce que vous avez réussi à mettre en place, ce qui vous reste encore comme défi pour la suite? Oui, alors on est, fondamentalement, je l'ai évoqué, on a fait valider le plan climat, par le conseil d'administration en fin d'année 2021 et il a été certifié par le SBTi mi-2022. Donc on est en réalité dans, la première année de mise en œuvre ou le début de la deuxième année de mise en œuvre, donc tout ça est assez récent. Évidemment, il y avait énormément de projets qui étaient déjà mis en œuvre. Je pense à des projets, de décarbonation ou de réduction de nos consommations d'énergie, de réduction de nos déchets. Évidemment, tout ça, avant même le lancement du plan climat, a été mis en œuvre dans les usines, mais on est dans cette première année de mise en œuvre concrète. Donc on est encore en train de travailler sur des cartographies précises pour mesurer finement les enjeux. On est en train de mettre en place un certain nombre de projets. On a créé par exemple un comité de CAPEX climat, donc vraiment des investissements dédiés climat, qui ne répondent pas à la même grille d'analyse que les autres types d'investissements, de productivité ou autres à l'échelle de l'entreprise, pour vraiment avoir un focus là-dessus. Et on a un budget dédié pour les investissements climat qu'on analyse spécifiquement. Donc c'est un point important. Et puis on a mis en place un certain nombre de groupes de travail dans toutes les usines, dans toutes les business units, etc., pour que vraiment chacun se mobilise et se sente impliqué. Le risque majeur, c'est que ce soit le central qui fasse et que les usines et les équipes ne se sentent pas impliquées. Si on arrive là-dedans, clairement le plan climat il sera pas mis en œuvre, il deviendra pas concret, ça restera des beaux PowerPoint. Donc vraiment l'enjeu d'appropriation par les équipes et de mise en œuvre par les équipes, il est clé. Donc on est en plein dedans. Je suis plutôt optimiste et voilà satisfaite de cette première année de mise en œuvre, mais il reste beaucoup à faire. Donc voilà, évidemment côté agriculteur, je l'ai évoqué, on est encore dans la partie structuration et on va déployer là à partir de la fin d'année tout l'accompagnement terrain de grande ampleur. D'accord. Ce qui est encourageant, c'est qu'apparemment il n'y a pas trop de résistance, en tout cas au changement de la part des agriculteurs, donc ça c'est plutôt positif. Sincèrement, non, ils attendent de leur COP qu'elle les accompagne. Vous savez, un agriculteur, quand il s'installe, il pense à son fils ou à sa fille qui s'installera dans 30 ans. Il a vraiment ce souci de la pérennité de son exploitation. Et sur les enjeux climatiques, évidemment que ça l'interroge sur la pérennité de son exploitation, sur la meilleure manière de répondre aux défis de demain, de répondre aux attentes des consommateurs aussi, évidemment, sur l'aspect climatique. Donc ils sont plutôt en attente de solutions et d'accompagnement de la part de leur COP, plutôt qu'une résistance. Alors je vous dis pas qu'il n'y a pas 5 ou 10% des agriculteurs qui, par définition, sont contre le changement ou qui sont très conservateurs. J'allais dire c'est le cas dans à peu près toutes les catégories de population. Mais voilà, non, j'ai plutôt vraiment un engouement et une attente de la part des agriculteurs pour cette transition bas carbone. D'accord. Merci beaucoup Sarah pour cet échange et on verra en plus dans un prochain épisode justement comment faire pour intégrer les parties prenantes et les motiver, les embarquer dans le plan de transition. Donc ça rejoint un peu ces enjeux-là dont vous venez de parler à la fin de cet épisode. Voilà. Sujet passionnant en effet, merci beaucoup. Oui, merci beaucoup Sarah. C'est la fin de ce 4e épisode consacré à la définition d'une trajectoire de réduction pour votre organisation. J'espère que l'éclairage de Pierre Mignet sur le sujet vous aura été utile et que le retour de Sarah Desine vous aura inspiré et donné matière à réflexion. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à aller consulter le site de la Science Based Target ainsi que le site de la méthode Acte pas à pas dont vous trouverez les liens en description de ce podcast. À bientôt!